photographie de la Lune verront que les mers, comme on dira ensuite, qui sont là, sont représentées avec plutôt plus de précision que chez Galilée. En revanche, Ariote ne comprend absolument pas ce qu'il voit, ce que c'est que ces petits points, etc. Et là, en plus, il commet des erreurs bizarres, c'est-à-dire qu'il montre le terminateur comme serait la ligne de séparation lors d'une éclipse, c'est-à-dire un arc de cercle, alors que ça devrait être une ellipse qui se tangente aux deux pôles. Bon. Donc Ariote ne comprend pas bien ce qu'il voit. Et effectivement, un ami de Ariote, William Lower, après avoir lu le Sidereus Nuncius, lui dit, sur la Lune, j'avais observé d'étranges taches partout, je n'ai pas eu l'idée qu'une partie en pouvait être des ombres. Et c'est à partir du moment où Galilée comprend que ce sont des ombres que, bien sûr, il peut interpréter ça comme du relief, calculer les hauteurs, etc. Mais qu'est-ce qui le rend capable de voir ce que Ariote n'a pas vu? Bon, il va faire les mêmes remarques sur l'observation de la lumière cendrée, y compris les satellites de Jupiter aussi. C'est pas évident qu'ils tournent autour de Jupiter. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un mouvement comme ça? Il faut interpréter ça comme un mouvement de rotation. Eh bien, c'est le fait que Galilée a une très bonne connaissance de la peinture, qu'il est très familier avec ce monde-là, et que, par exemple, il prend part dans une querelle culturelle importante de son temps, qui est de savoir quel est l'art le plus noble, est-ce que c'est la sculpture ou la peinture. Et dans cette lettre, qui est à peu près de la même époque, vous voyez, en 1612, par ses amis Kepin, Domenico Cigoli, il explique que pour lui, la peinture est beaucoup plus admirable que la sculpture parce que sans posséder de relief, elle nous en montre autant que la sculpture. Ce n'est pas d'être large, longue et profonde qui confère à la statue son relief, mais d'être par endroits clairs et par endroits obscurs. L'on connaît la profondeur, non comme objet de la vue, mais en fonction du clair et de l'obscur. Là, vous savez tout de suite pourquoi il est capable de voir le relief sur la Lune. C'est en fonction de sa familiarité avec les techniques de représentation du relief qui sont largement développées dans la peinture italienne de son temps, depuis plus d'un siècle. Et il écrit, toujours à son même ami Cigoli, sans la compréhension de l'art du dessin, un mathématicien, si grand qu'on le veuille, sera non seulement une moitié du mathématicien, mais encore un homme sans yeux. Et donc les yeux de Galilée, qui nous devons tant, sont effectivement dus à sa compréhension de l'art du dessin. Si vous voulez comprendre pourquoi Galilée voit ce qu'Ariote ne pouvait pas voir, il suffit de comparer l'état de la peinture anglaise et de la peinture italienne dans leur temps. Voilà ce qui se peint en Angleterre à cette époque-là, 1599. C'est la peinture de cour, portrait de, ici c'est la reine Elisabeth, par son portraitiste officiel, alors des robes absolument somptueuses, mais vous voyez que c'est complètement plat. Il n'y a absolument aucune profondeur de champ, pas de perspective, pas de relief, donc c'est une espèce de vignoble plat. Alors non sans quelques malices, j'ai choisi une œuvre italienne, bien antérieure d'ailleurs par comparaison, qui est l'Eda de Leonardo. Cette fois-ci, les reliefs de toutes sortes, sont parfaitement visibles. Donc vous voyez qu'il n'y a pas photo, si j'ose dire, que ça existe en peinture, quand vous comparez ce qu'était la peinture italienne, avec laquelle Galilée est parfaitement familier. Donc vous voyez là, chez Leonardo, c'est un chef-d'œuvre absolu du point de vue de l'utilisation et de la perspective. Regardez à quel point on s'en va très très loin derrière dans le paysage, un kilomètre, et évidemment le modelé de la chair de l'Eda est tout à fait admirable. Et donc Galilée, pour ça, c'est son univers visuel, c'est dans ce monde de regard qu'il vit. Et c'est pour ça qu'il peut voir. Intéressant, mais je passe rapidement, ça c'est une photo de la Lune aujourd'hui. Et ça, c'est un dessin de Galilée. Alors, vous reconnaissez à peu près le dessin des mers qui est là, mais vous voyez que le cratère tel que le dessine Galilée n'existe absolument pas du tout. En fait, son dessin est une exagération à des fins de conviction, un argument, si j'ose dire, de rhétorique visuelle. C'est une caricature. Chacun sait que les caricatures sont beaucoup plus ressemblantes à leur sujet que les photographies. Vous connaissez beaucoup mieux Sarkozy sur ses caricatures. Il ressemble plus à ses caricatures qu'à ses photos, si je veux dire. Et donc, ça, c'est une caricature. Mais vous voyez là que ce qui est intéressant chez Galilée, ça n'est pas à ce moment-là de faire une cartographie précise de la Lune, c'est de montrer qu'il y a véritablement du relief et des cratères, ce qui saute aux yeux, si je veux dire.
Sur le Soleil, juste un petit passage amusant. Donc ça, c'est sur les taches solaires, 1613. Pareil, il faut un regard extrêmement exercé. Vous allez voir la différence entre les premiers brouillons qu'il trace, voilà, des notes de travail, si j'ose dire, et qui aboutissent après plusieurs observations à ceci. Et là, il observe jour après jour les taches solaires, sauf qu'il a de la chance, c'est pas comme aujourd'hui, il est dans une période d'assez grande activité, et il observe tous les jours, et on peut faire, je ne sais pas s'il l'a fait, mais on peut faire un film, une sorte de flipbook, et ça donne ceci. Le 20, le 21, 22, 23, 24, 25, 26. Vous voyez les taches bouger à la surface du Soleil, et il en déduit, avec une très bonne précision, la période de rotation du Soleil sur lui-même. Mais vous voyez aussi la précision qu'il obtient dans ses dessins. Alors, il y aurait long à dire aussi sur la rencontre de la musique. D'abord, notez, je vous ai dit que son père, Vincenzo, était un grand musicien qui a écrit en 1681, donc au moment du jeune Galilée, un traité qui s'appelle tout simplement Dialogue de la musique antique et de la musique moderne. Il n'y a pas de doute que le dialogue sur les deux grands systèmes du monde de Galilée, dans son titre, est un hommage à son père. Et la musique va lui servir dans son travail de physicien, puisque quand il va étudier la loi de la chute des corps, qu'il va ralentir sur un plan incliné, c'est les premières expériences proprement dites, il faut qu'il fasse des mesures de distance et des mesures de temps. Les mesures de distance, ça ne pose pas de problème, vous graduez en pouces le plan incliné sur lequel ça descend, mais il faut faire des mesures de temps. Et vous n'avez pas de chronomètre suffisamment précis à l'époque. Alors, une des premières techniques qu'il utilise, c'est de prendre son pouls. Vous m'accorderez que ce n'est pas d'une précision extraordinaire. Vous arrivez peut-être à avoir la demi-seconde, mais pas beaucoup plus. Puis il ne faut pas être trop émotif. Vous êtes en train de me dire, je fais une découverte géniale. Donc ça perturbe votre mesure. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il chante. Il n'y a pas de meilleure garde de temps que la scansion musicale. Tous ceux d'entre vous qui font de la musique savent que c'est la première compétence du musicien, c'est de savoir garder le tempo. Donc ça lui donne un rapport au temps très précis, et qu'il cordera quand il fera des appareils de démonstration, cette fois-ci sur la chute des corps. Il met des petites clochettes là, et vous voyez qu'elles sont disposées à des intervalles qui croissent en proportion arithmétique, mais que l'accélération du corps le long de sa chute va faire que les temps, eux, sont égaux, et donc vous allez entendre ding, 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 avec des périodes temporelles qui seront fixes alors que ça accélère. Donc la musique joue. Alors je termine maintenant en vous montrant la fameuse villa de Galilée, j'ai pris, mais c'est pas mal quand même. Il en sait là-haut, et son bureau est là-haut. Et donc malheureusement, il ne pouvait pas. Alors c'est très très beau, Florence est par là, ça domine toute la vallée, c'est plein des beaux cyprès toscans, c'est absolument splendide. Donc c'est à 3 km du cœur de Florence, il faut vraiment y aller, ça vaut la peine. Ça c'est l'entrée sur la rue. Et je signale qu'il y a un très bon restaurant, enfin, c'est le Da Omero, très bon restaurant toscan. Pigeon grillé, et ça c'est le portrait de Galilée qui est dehors. Je termine en vous montrant son tombeau, le fameux tombeau de 1787, de Santa Croce, qui n'est pas très beau, c'est une œuvre assez pompeuse, début XVIIIe siècle, mais où on voit que les deux figures qui l'entourent, là vous avez la figure de la chute des corps, là vous avez le système solaire. Ce qui est assez pittoresque, c'est que ce tombeau a été construit, c'est un grand cénotaphe, sur le fond d'une fresque religieuse du Quattrocento. Il y avait une crucifixion ici, comme vous voyez, et ça aboutit au fait que vous avez une charmante petite Sainte Madeleine qui est maintenant agenouillée devant Galilée. Et d'ailleurs, le rapport avec la religion est si vrai que si vous allez au musée d'histoire des sciences de Florence, vous y trouvez des reliques au sens propre du terme. Ça, c'est une lentille de l'une des lunettes de Galilée qui est tombée, qui s'est cassée. Ça fait à peu près 3 cm de diamètre. Et elle a été pieusement, si j'ose dire, recueillie par un de ses assistants et montée dans ce magnifique reliquaire d'ébène et d'ivoire, exactement comme dans les églises, vous trouvez des petits bouts d'os, de cheveux de saint. Et il y a encore mieux que ça, parce que quand il est exhumé et réenterré en 1787, l'un des doigts de son squelette est prélevé et monté dans ce magnifique objet d'albâtre et de verre. Et donc pour l'éternité, le doigt de Galilée. Alors on ne sait pas s'il est en train de faire un saint ou pas, s'il est en train de montrer le ciel. Je crois quand même que c'est son index.
Et voilà donc, je termine encore une fois avec ce très beau portrait de Gagné. Personne n'a fait sur